Chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci d'être au rendez-vous de votre télévision qui vous donne de l'information, qui émet depuis New York City avec votre ami de tout le temps, John Kayembe. Aujourd'hui, dans notre studio, nous recevons un animal politique, quelqu'un qui a évolué pendant longtemps dans l'opposition. Il sait ce qui se passe dans notre pays et aujourd'hui, il va essayer un peu de nous parler de ce qui s'était passé au pays, puisqu'il était témoin oculaire de ce qui s'était passé en 2011 comme élection qui a été décriée par tout le monde. Et comme témoin oculaire, alors nous allons l'écouter, il va nous donner des preuves et il va nous donner ce qu'on appelle le way forward. Qu'est-ce qu'il propose pour sortir de cette confusion? Bonjour, monsieur André Kalonzo. Bonjour, Don. Je suis très heureux d'être avec vous dans notre studio aujourd'hui. Monsieur Kalonzo, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur vous pour que les gens sachent exactement Kalonzo, aujourd'hui on va vous voir sur la télévision et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous? Ok. Merci bien, Don. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver à la voix de la démocratie. Je vois que l'activité est en train d'évoluer positivement. Je vous félicite et vous encourage d'aller toujours de l'avant. Je m'appelle André Kalonzo. Je suis né à Lubumbashi. J'ai évolué à Lubumbashi pendant un bout de temps. J'ai fait mes études à Lubumbashi. J'étais au collège Saint-Boniface, j'étais à l'Athénée de Katouba, où j'ai terminé mes humanités scientifiques. J'étais au campus de Lubumbashi, l'université officielle du Congo à l'époque, où j'ai fait une licence en sciences commerciales et financières. Et puis, j'ai commencé à travailler au chemin de fer, le KDL à l'époque, qui est devenu, après la SNCZ. J'ai finalement quitté la SNCZ pour la Société nationale de trading, la Sonatrade. D'abord à Lubumbashi, et puis j'ai été muté à Kinshasa. Mais pendant ce temps-là, déjà vers 1978, je me suis intéressé au mouvement politique qui a... Avant de parler de la politique, vous êtes connu comme Kalonzo Ndondo. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu 3 activités principales dans ma vie. Ça, ouais. Donc j'étais un professionnel, et puis j'ai joué au football, et puis j'ai fait la politique. Voilà. En tant que professionnel, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc j'ai travaillé au chemin de fer, j'ai travaillé pendant plus de 16 ans. J'étais aux approvisionnements, donc j'étais l'acheteur des chemins de fer. J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé pour rencontrer nos fournisseurs, nos banquiers. En tant que footballeur, j'ai joué d'abord comme jeune dans les équipes scolaires de Saint-Éloi. Et puis après, j'ai joué dans Philips Mondial, avant de jouer dans le TP Anglebert. Avec le TP Anglebert, on a joué plusieurs fois la Coupe africaine des clubs champions. Nous avons gagné cette coupe 2 fois de suite. Et comme joueur du TP Anglebert, j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale, les Léopards. J'ai joué la coupe de Wade Medani. On n'avait pas gagné. Nous nous sommes heurtés là-bas à un arbitrage incroyable, fantaisiste. C'est vous dire que la tricherie, le favoritisme qu'on trouve en politique, c'est partout chez nous autres. Et alors on crée souvent des faux champions. Nous avions un arbitre camerounais, mais qui était systématiquement contre
l'équipe des Léopards. Ouais. Enfin. Alors, politiquement, je me suis intéressé au mouvement qui est né déjà vers 1978, à la suite des élections qui se sont passées au pays. Un groupe de parlementaires a décidé de s'opposer ouvertement à la dictature de Mobutu. Et je me suis intéressé à cette lutte dès sa conception, jusqu'en fait aujourd'hui. Donc j'ai lutté dans l'UDPS, que j'ai représenté pendant plus de 10 ans aux États, ici à New York. J'ai pris des contacts au nom du parti, j'ai organisé plusieurs rencontres du leadership du parti avec l'administration américaine et le Congrès américain pour essayer de faire changer la politique américaine vis-à-vis du Congo. C'est ça. Alors voilà. Là, avant de vous laisser partir, il y a un élément que vous avez omis, que moi, personnellement, je voudrais que vous mentionniez. Vous savez, quand on parle de Kalonzo, on voit le football, on voit l'UDPS, mais c'est un monsieur qui est éduqué. Vous avez parlé de l'éducation à l'université de Lubumbashi, mais vous avez omis les études faites aux États-Unis. Oui, oui. Après mes études à Lubumbashi, j'ai d'abord travaillé pendant 12 ans au chemin de fer, avant de venir faire une maîtrise en finance à New York University. C'est ça. Ouais. Donc j'ai un MBA de NYU. C'est ce que je voulais que vous disiez. Merci. Alors maintenant, revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la politique. Vous avez été témoin sur place au pays, M. André Kalonzo. Vous avez vécu les élections organisées par le pasteur Ngoyi Mulunda. Et on appelle ça les élections de 2011. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Well, les élections de 2011 en RDC, c'est une tricherie à grande échelle. Une tricherie à grande échelle. Cette tricherie a été organisée dès le départ, dès l'enrôlement des futurs électeurs. C'est ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, on a enrôlé des jeunes gens, on a pratiquement confectionné une liste qui allait servir à la tricherie. Alors, cette fois-ci, l'UDPS a accepté de participer aux élections, contrairement à 2006. Vous vous souvenez qu'en 2006, à partir d'ici, nous avions tout fait pour que le parti participe aux élections. Nous avions tout fait d'abord pour que le parti s'enrôle, parce qu'en s'enrôlant, on pouvait participer ou pas. Mais on avait perdu cette bataille-là. L'idée de participer n'est pas passée. Cette fois-ci, en 2011, le parti a décidé de participer aux élections. Le congrès qui a eu lieu en décembre 2010 a pris l'option de participer à toutes les élections. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Mais nous étions déjà à ce niveau desservis par l'enrôlement. Parce qu'au niveau de l'enrôlement, les organisateurs des élections ont commencé déjà à confectionner la tricherie. J'étais moi-même candidat à Lubumbashi. Candidat parlementaire. Candidat au niveau du Parlement. Parlement national. Au niveau du Parlement national. J'étais candidat à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Oh, vous êtes mieux connu comme... je suis né là-bas. Né là-bas. J'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas, j'ai joué au football dans la meilleure équipe de la ville. C'est ça. Et les noms restent de toute façon. Voilà, je suis connu... bien sûr, il faut souligner que j'étais connu par une certaine génération. C'est ça. Parce que la nouvelle génération entendait parler du nom, mais la personne ne connaissait pas la personne et ça ne leur disait pas grand-chose. C'est ça. Ouais. Bien que
quand j'ai commencé à distribuer mes flyers comme le candidat des sportifs, j'ai vu que les jeunes se sont beaucoup intéressés. C'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte ce que j'ai vécu. Tout à fait. Je devais moi-même voter dans un certain bureau de vote dans le quartier où j'habitais. Ouh, ça doit être énorme. Ok. J'habitais le quartier Kaboula Menchi. Okay. Donc en face de l'hôtel Caravia. Ouais. Et je me suis présenté ce jour-là, le jour du vote, à 8 heures du matin, espérant voter tôt pour essayer de continuer ma petite campagne en sourdine et voir comment les choses se passaient. Mon cher ami, jusqu'à 18 heures, le matériel d'élection n'était toujours pas là. Jusqu'à 18 heures. C'est vers 19 heures que le matériel arrive. Et les gens attendaient. Les gens ont attendu, il y en a qui se sont découragés, tout à fait, qui sont partis. Moi, je me suis dit, non, mais non, il faut que je reste, il faut que je vote ne fût-ce que pour moi-même. Alors, je suis resté. Et je vous assure, pour accéder au bureau de vote, j'ai dû me battre. J'ai eu ma chemise pratiquement déchirée. Je suis entré dans ce bureau de vote-là. Et quand j'arrive pour voter, on regarde, on me dit non, non, votre nom n'est pas ici, c'est dans l'autre bureau que vous devez aller. Eh bien, mon Dieu, je devais recommencer la même chose, me battre encore pour... Donc j'ai pu voter pour moi-même et pour notre candidat numéro 11, hein, Étienne Tshisekedi, vers 23 heures seulement. 23 heures. Mais alors, le lendemain, très tôt matin, avec mes gens, on a couru pour essayer de voir les PV, les procès-verbaux du vote. Mais ces procès-verbaux ont été affichés peut-être pendant 1 heure. Après ça, ça a disparu. Après ça, ça a disparu. Très intéressant. Voilà. Et partout où nous sommes passés, on voyait bien que le candidat numéro 11 était favori. Alors, on a essayé par la suite d'attraper les PV, on ne les verra plus jamais. On ne les verra plus jamais. Alors, les gens que nous avions désignés comme témoins, ces gens, on ne leur a pas laissé la possibilité de vérifier quoi que ce soit. Tu sais, il y avait des militaires dans les bureaux de vote. Alors, nos témoins étaient mis à l'écart. Celui qui osait riposter, on le foutait carrément dehors du bureau. Alors, ça a fait que les gens qui étaient dans les bureaux se sont permis de bourrer les urnes des votes à leur volonté. À leur volonté. À leur volonté. Alors, plus tard, nous ferons un effort pour essayer d'attraper quelques PV, etc. Mais vous imaginez que c'était peine perdue. Dans les quelques PV que nous avons pu avoir, qui représentent à peu près 10% du vote, on voit très bien que le candidat numéro 11 avait... Mais il avait presque 75%. Alors, ceci confirme le chiffre que Étienne Tshisekedi avait donné quand on lui a demandé « Oh, mais vous pensez que vous avez eu combien ?» Il a dit 75%. Mais le problème, c'est quand vous donnez les chiffres, c'est là où vous risquez d'engager encore des discussions, puisque
le même président Tshisekedi, il a donné au moins 3-4 pourcentages. C'est ça le problème. C'était 75, et puis Oui. c'est 57, et puis c'est 54. Donc alors les gens se posent des questions. Si vous avez des PV, puisque ce qui est vrai, ils ont fait une compilation des PV au niveau national de l'UDPS. Donc ils ont eu un bon nombre De PV. de PV. Bon alors maintenant, quand il n'y a pas un pourcentage, puisque le pourcentage final que l'UDPS exhibe, c'est 57%. Vous ne voyez pas Bon, mais avec les PV que vous avez. que nous avons pu avoir, que nous avons, avec les PV jusqu'alors, avec les PV que nous avons, Tshisekedi a presque 75%. C'est ça. Mais ça représente à peu près 20%. à peu près 20%. 20%, oui. Mais ça donne une tendance. Oui, c'est la tendance, oui. Ça donne une tendance. Tout à fait. Donc, mais on ça, sait, c'est au niveau de Lubumbashi. ça c'est au niveau général. Les chiffres que je vous donne. Okay. Ce que nous avons là, c'est le peu qu'on a pu avoir sur l'étendue de la République. D'accord. Donc, y compris Kinshasa, les deux Kasaï, Bas-Congo, le Bandou, un peu le Bandundu, c'est ça, l'Équateur. Bon, M. Kalonzo, je pense que c'est vrai, il y a eu beaucoup d'irrégularités. À ce stade, ni l'UDPS, ni la Commission électorale nationale de triste mémoire, personne n'a le PV qui peut exhiber, pas même eux. Donc tout pourrait être déjà dans l'océan, on ne sait pas, ou bien dans le fleuve. Bon, maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu, et ça sera un peu plus concret. Il y a eu un groupe de membres de l'UDPS qui étaient élus. Aujourd'hui, ils siègent. Et il y a malentendu entre le parti et ce groupe de gens-là. Justement, vous dites ils ont été élus. C'est ça le problème. Ouais. Nous disons, et nous sommes tous d'avis qu'il y a eu une grande tricherie. Les observateurs internationaux eux-mêmes le disent. Le Centre Carter, qui est une structure très sérieuse, a dit que ces élections n'étaient pas valables. Mais eux-mêmes n'étaient pas représentés dans tous les bureaux. Ils n'étaient pas dans tous les bureaux, mais sur base de l'échantillon qu'ils ont, ils établissent, ils peuvent déduire, ils déduisent que ces élections ne sont pas valables, elles ne sont pas acceptables. Alors, quand vous venez, vous du parti, dire que non, moi j'ai été élu, vous contredisez d'abord l'élection du chef. Hein? Et pourtant, nous savons que le chef, nous avons vu pendant que nous faisions la campagne, nous avons vu la réaction des gens. Eh bien, les gens parlaient du numéro 11. C'est ça. Mon cher Don, je vous dis que c'était un vote en faveur de Tshisekedi. Vote sanction. Un vote sanction. Parce qu'il fallait qu'il y ait un changement au pays. Exactement. Et ça, on l'a vécu pendant la campagne. Quand nous allions apporter les flyers, etc., vous voyez la réaction des gens au numéro 11. Ils disent, voici l'homme. Ah oui. Et ça, de partout. Les gens de toutes les tribus, etc. Non, mais là, M. Kalonzo, il y a un problème assez nouveau. Nous allons revenir à ta question. Mon problème, c'est celui-ci. Le candidat numéro 11, massivement voté. Oui. La population a dit, si lui ne passe pas, ça casse. Et lui-même qui passe, il dit, calmez-vous. Et les gens ajoutent, dormez comme des bébés, jusqu'à ce que je vais vous réveiller. Bon, moi, je pense personnellement, je pense que c'était une erreur. Le président ne devait pas arrêter l'action qui pendait là. C'était le moment de mettre fin, une fois pour toutes, à la dictature de Kabila. En tout cas, c'était l'occasion unique. Alors, du fait d'avoir dit, écoutez, calmez-vous, etc., tout le monde s'est calmé, même ici à l'extérieur. Oui, oui. Même ici à l'extérieur. Moi, je suis venu ici, je suis revenu au mois de janvier. J'ai assisté à une manifestation monstre à Washington. Jamais je n'ai vu
une manifestation de ce genre de la part des compatriotes. Jamais. Ça fait presque 30 ans que je suis aux États-Unis. On a fait plusieurs manifestations ici, mais c'est la première fois que j'ai vu les Congolais se mobiliser. Il ne fallait pas bloquer cette action-là. Ça, je regrette infiniment. Bon, alors maintenant, Voilà. l'action est déjà là. Donc, le président, qui est bien suivi, très charismatique, dormez, attendez, ce que je vais de vous réveiller. Et encore après s'être rencontré avec le président François Hollande, il dit encore, enterrons le passé. De quel passé s'agit-il? Parce que les gens essaient un peu d'interpréter de plusieurs manières. Oui. Mais voyez-vous, l'élection a eu lieu, il y a eu tricherie massive, les gens ont voulu réagir. Un peu comme ça s'est passé partout ailleurs. Le président a bloqué ça. Je pense que... Et il a dit, voilà, oui, les gens ont ajouté en disant que, voilà, dormez comme des bébés. Jusqu'à ce que je vais vous réveiller. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai réagi, moi, en disant, non, moi, j'ai des insomnies. Je ne sais pas dormir. Je ne sais pas dormir. C'est vrai, je ne sais pas dormir. Oui. Bientôt, c'est l'anniversaire de ces élections-là. Nous sommes au mois de novembre, le 28 novembre arrive. Tout à fait. Et il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Alors, ce que j'ai compris, c'est que, encore une fois, la communauté internationale a roulé notre président. On lui a dit, ne faites rien, on va aller au fond des choses, on ne va pas laisser passer cette tricherie. Il a fait confiance. Mais oui, mais derrière le dos, et ça je le sais, derrière le dos, on dit non, bon écoutez, on dit que voilà, les Congolais sont comme ça, ils ne réagissent pas, donc ils sont d'accord avec ce qui est arrivé. Le mouton de Panurge. Voilà. Donc vous voyez, d'un côté, on incite le président à calmer les gens, et de l'autre, on critique ces gens, on les prend pour des foutrons, des peureux, etc. C'est ça. Non, effectivement, bon... C'est comme en 2006. Ouais. En 2006, on avait dit au président, si l'UDPS ne participe pas, il n'y aura pas d'élection. Et ça, c'est Mouba qui... Et le président a décidé de ne pas participer en disant il n'y aura pas d'élection, mais il y a eu élection. Ça a été colporté par Mouba qui dit pas l'UDPS, pas d'élection. Voilà. Il y a eu élection 5 ans après, Kabila au pouvoir. Voilà. Et voilà maintenant, nous terminons la première année. Ça fera 10 ans que le jeune homme est au pouvoir, 11 ans que le jeune homme est au pouvoir. Un si grand pays, c'est ça, entre les mains d'un jeune homme qui n'y comprend pas grand-chose, mais qui fait réaliser des objectifs qui le dépassent totalement. Monsieur Kalonzo, il y a un problème. Ici, personnellement, comme vous le savez, j'ai couvert la 67e Assemblée des Nations Unies. Au deuxième jour, donc le jour que Kabila devrait parler, le 27, il y a eu une réunion en prévision de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a eu une réunion aussi à New York. Okay. Donc, les gens participent là-bas. On pose la question dans la salle. Que non, pourquoi allez-vous à Kinshasa? L'opposition s'oppose, la population ne veut pas. C'est ça. Mais pourquoi vous amenez quand il y a eu des irrégularités comme ça et le président est contesté par tout le monde? La réponse de la France, quand les gens parlent que non, François Hollande a fait ceci, ça m'étonne. Parce que ça, c'est à l'ambassade de la France, on dit, qu'il y ait eu tricherie ou pas, les vainqueurs ne devraient être que Kabila. Ça, c'est la France qui dit ici. Et on ajoute, on dit, bon, jusqu'alors, il n'y a pas un homme crédible pour l'alternative au pays. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je trouve que c'est totalement... ils sont totalement à côté. Il y a des éléments sonores qu'on peut montrer, même les images. Là, on répond qu'à Kinshasa, il y a un problème. Jusque-là, l'Occident n'a pas encore vu quelqu'un qui peut remplacer Kabila. C'est ça. C'est pour cela que moi, je continue à dire aux compatriotes que c'est nous-mêmes qui devons agir et mettre à la tête du pays celui que nous pensons
être le meilleur leader. Et pour l'instant, l'homme qui peut remettre ce pays sur les rails, c'est Étienne Tshisekedi. C'est l'homme du moment. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ça. Maintenant, l'Occident, je ne sais pas ce que l'Occident reproche à Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi joue pratiquement le rôle que Mandela a joué en Afrique du Sud. Mais j'ai l'impression qu'en ce qui concerne le Congo, étant donné les possibilités du Congo, les potentialités du Congo, on préfère avoir un puppet, une girouette, une personne là qui est là pour la façade pendant qu'on puise les minéraux, les richesses, comme on veut. Ok, mais Chokala, tout ça c'est connu. Avançons un peu, puisque le temps commence à filer. Oui, avançons. Mais c'est un point important. Oui, très important, puisque non, nos compatriotes sont distraits. Donc quand un blanc fait un geste, parce que vous savez, il y a eu un problème avec Hollande. Pendant sa campagne, il dit qu'il n'ira pas en Afrique dans les pays où il y a eu irrégularité d'élection. Donc il passe. Il dit « je n'irai pas ». Et puis, les Congolais manifestent pour dire « nous ne voulons pas ». Donc, la tension était très grande en Europe. Exact. Et il dit « j'observe ». Et puis, il revient de son sommet et dit « non, je pars ». Je pars. Et les Congolais qui appuyaient d'abord quand il était contre, ils acclamaient. Mais là, quand il dit « je pars », ils commencent à l'insulter. « Oh non, c'est quoi un amateur politique, tout ça, tout ça ». Bon, il part à Kinshasa. Il est contre Kabila, puisque Kabila, au lieu que Kabila aille l'accueillir, Kabila envoie son premier ministre. C'est que Hollande n'a pas digéré. Maintenant, les Congolais pensent que non, c'est puisqu'il était fâché contre la démocratie. Non, s'il était fâché, on ne devrait pas aller. Maintenant, quand il parle là-bas, c'est puisque quelques jours avant, quand il dit non, ce qui se passe au Congo est inacceptable. Les mêmes combattants de la diaspora qui l'insultaient acclament encore. Voilà. Il arrive là-bas, il boude Kabila. Voilà. Finalement, non. Est-ce que vous avez une constance dans l'opposition? Ce n'est même pas l'opposition, c'est une question de mentalité du Congolais. Nous devons sérieusement éduquer notre peuple. Nous devons sérieusement éduquer notre peuple. Nous avons là un problème très, 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 très sérieux. Notre peuple préfère mourir de faim, que de mourir d'une balle dans la tête. En ayant cherché à servir la nation. Mais notre peuple a eu une peur qui ne se justifie pas. Oui, pendant 32 ans soumis à une cure de peur, malgré l'intervention de Tshisekedi qui sort avec les autres parlementaires en 1982, vaincu la peur, mais la peur demeure 32 ans. C'est beaucoup pour que ça passe. C'est énorme, c'est énorme. Et ça passe, c'est comme si ça passait de génération en génération. C'est énorme. C'est pour cela que si le président dit encore à ce peuple, dormez bien, les choses vont s'arranger, il aggrave encore la situation. C'est ça. Ok, alors, M. Kalonzo, parlons un peu de l'avenir de l'UDPS. Puisque vous y étiez depuis sa création, et aujourd'hui, vous êtes un grand-père. Oui. Toujours dans l'opposition. Tout à fait. Alors, quel est l'avenir de ce parti? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut léguer ce parti à la nouvelle génération et qui peut faire quelque chose tant que... Parce que tout parti qui se crée, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais ici, nous voyons que plus de 30 ans, c'est toujours... Non, je pense que notre parti doit se ressaisir. Et il est grand temps qu'on puisse se ressaisir et étudier à fond, réétudier à fond notre méthode de lutte. Je pense que nous n'arrivons pas au pouvoir parce que nous ne parlons pas un langage que le monde extérieur à nous peut comprendre. Vous voyez que l'extérieur a soutenu les mouvements
qui se sont passés en Égypte, en Tunisie, maintenant en Syrie, au Yémen, etc. Ils ont compris le langage que ces gens parlaient et ils les ont soutenus. C'est le printemps arabe, vous voulez dire. Voilà. Donc, nous devons... Parce que si vous parlez... Si on parlait de deux langues différentes ici, si moi je parle chinois, toi tu parles anglais, on ne va pas se comprendre. Non, pas du tout. Voilà. Alors, je pense il est grand temps que, en commençant par notre président, il puisse parler un langage que l'Occident peut comprendre. Quel est ce langage? L'Occident comprend seulement le langage de la force. De la force, les armes. Voilà. Mais, M. Kalonzo, cette histoire a commencé depuis longtemps. Vous étiez en Afrique du Sud, vous en avez parlé, nous avons appuyé pour dire non, voilà maintenant une bonne idée qui commence à naître à l'île des Pêches. Et puis, c'est le silence mort. C'est encore dormir comme des bébés. Vous savez, nous avons un leadership. Notre leader actuel, c'est Étienne Tshisekedi. Bon, Étienne Tshisekedi s'est opposé à ce mouvement-là. Non. Et lui, il a sa ligne de conduite. C'est ça. Parlons de Mandela, parlons de Steve Biko. Ouais. Donc, quand tout doit revenir sur Tshisekedi, nous disons non. Lui, il a sa ligne de conduite. Il dit non, moi, je suis non violent. Maintenant, les jeunes, vous y compris ce moment-là, quand le sang bouillait encore, mais vous attendez qu'il vous donne la bénédiction, il vous dit non, faites. Et puis, il a toujours été clair. Si vous voulez faire quelque chose qui peut aider le pays, allez de l'avant. Voilà. Il n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas le faire. Voilà, je crois que c'est ça le message que nous devons donner à notre jeunesse. Lors de la manif du 21 janvier, quand on m'a passé le micro, j'ai dit aux jeunes gens, écoutez, il faut continuer cette action jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a qu'une action d'envergure qui peut faire aboutir la situation chez nous. Croire que la manne va tomber du ciel, ça ne viendra jamais. Vous avez parlé de Hollande, mais nous pouvons parler de Obama. Obama a fait la seule loi qu'il ait faite en tant que sénateur. C'est une loi sur le Congo. Mais il ne peut même pas l'appliquer. Mais curieusement, il est président et pendant la campagne, donc le dernier débat, c'était sur la politique étrangère. Il n'a jamais mentionné le Congo. Non, non, on n'a pas mentionné l'Afrique, etc. On n'a pas mentionné le Congo. Non, le Congo en particulier, parce que quand Obama est devenu populaire chez les Congolais, qui ont même voté, les Congolais américains ont voté pour lui, c'est pour cette loi-là. Mais aujourd'hui, il est là, il ne fait même pas mention au Congo. Des tueries même. Il ne fait pas mention aux 5 millions de Congolais qu'on a perdus, aux violations massives qu'il y a de nos femmes à l'Est. Il est tout silencieux. Ouais. Bien que Hillary Clinton était parti là-bas, ça veut dire qu'il a fait le rapport, mais il n'en a pas parlé. Hillary est parti. Hillary, après la fraude électorale, Hillary a réagi violemment, et puis silence. Mais pas un mot d'Obama. Pas un mot d'Obama. Donc, c'est là que je parle de du dribbling. On a encore dribblé le président. Carlson a appelé chez le président pour dire non, il faut les chargés d'affaires africaines, il faut calmer la situation, il ne faut rien faire. Nous allons nous en occuper. Ban Ki-moon, que tu avais eu le plaisir de présenter au président, etc. Ban Ki-moon téléphone aussi. La même chose, il faut calmer, nous allons tout faire. Rien du tout. On a calmé la situation et il n'y a rien qui se fait. Moi, je pense que l'avenir du parti dépend beaucoup de la naissance d'un nouveau leadership. Un leadership qui verra les choses de manière réaliste. Un leadership qui comprendra que désormais, il faut parler le langage que les Américains, que les Belges et les Français peuvent comprendre. C'est ça. Voilà. Bon, alors revenons maintenant à la politique américaine. Nous sommes pendant la campagne électorale, bientôt seront les élections. Est-ce que vous voyez que ce qui se fait actuellement ici, ça peut avoir des répercussions au Congo, où
Donc, on est en train de se rechercher pour que, en tout cas, la situation s'améliore. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec le leadership, que ce soit Obama ou Romney, est-ce qu'il peut y avoir un peu d'impact sur le Congo pour arrêter ce que le Rwanda est en train de faire? Je ne pense pas. Parce que, bon, vous savez que les États-Unis entraînent l'armée rwandaise. Bon. En même temps, ils entraînent les Congolais. Tout à fait. Entre-temps, les Congolais se battent avec le Rwanda. C'est quoi ça? Donc, c'est de la vaste... On l'a vu, hein, ce que vous dites là, ce que les gens n'ont pas vu peut-être, c'est quand les groupes rwandais qui étaient stationnés chez nous pendant des années... Et qu'on ignorait, et finalement sortaient. Quand ils sortaient, il y avait une Américaine en tenue militaire américaine. Wow. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Donc ça veut dire que la politique américaine, en fait, elle n'aura pas changé. Elle n'a pas changé et elle ne va pas changer. L'Amérique continue à vouloir appuyer des hommes forts. Et servir ses intérêts. Et servir ses intérêts. Les hommes forts, donc c'est appuyer un dictateur avec qui ils règlent tous leurs problèmes. Wow. Hein? La démocratie, on en parle du bout des lèvres. C'est ça. C'est tout. Dommage. Alors nous avançons, allons dans l'actualité congolaise. Quand on parle de l'actualité, on a frôlé par-ci, par-là. Donc parlons un peu très clairement de la francophonie. Ouais. Qu'est-ce que... Bon, vous avez vu, en fait, si vous vous souvenez bien, lors de la prestation de serment de Kabila, aucun chef d'État étranger n'est venu en dehors de Mugabe. Oui. Donc c'était une protestation nette contre la tricherie qu'il y avait eu. Alors, brusquement, les gens se décident finalement à appuyer Kabila. Et la francophonie, c'est l'occasion toute faite de venir le soutenir. Ils ont dit que c'est l'espace culturel, ça n'a rien de politique. Cet espace a beaucoup à voir avec la politique. Ouais. Donc, ils sont venus pratiquement soutenir Kabila, malgré les petits accros. Le président Tshisekedi a dit ce n'est pas un président étranger qui peut venir légitimer quelqu'un au pays. Donc. Encore le président Tshisekedi a dit à l'issue. Bon, il a dit ça, mais la réalité est totalement différente. Malheureusement. Voilà, les présidents étrangers légitiment les présidents d'autres pays. Hein? L'ambassadeur des États-Unis a dit, voilà, pour nous, c'est Kabila qui est président pour les 5 prochaines années. C'est pas légitimer Kabila, ça. Est-ce que vous pensez qu'il va terminer ce mandat? Je ne voudrais pas qu'il termine son mandat. Et je souhaiterais qu'il ne termine pas son mandat. Mais je me dis, pour qu'il ne termine pas son mandat, il faut une action concrète. Pas du blablabla. Il faut une action concrète pour le faire partir par la force. Parce que sinon, si on pense qu'il partira de lui-même... Non, partir de lui-même, c'est pas la voie démocratique. Est-ce que vous pensez que... Là où encore les personnes avisées se posent des questions, il y a un silence total du côté de l'UDPS. Mais ces gens sont capables, avec la majorité qu'ils ont au Parlement, de modifier la Constitution pour lui donner un 3e mandat. Et l'UDPS est totalement calme à ce niveau-là. Bochab avait déjà commencé à tâter le terrain sur cette question-là. Ouais. Et ils vont faire ça. Ils l'ont fait. Modifier la Constitution, pour eux, ce n'est pas un problème. Ce sont des gangsters. Ils vont, le jour où ils voudront le faire, ils vont le faire. Mais moi, vraiment, j'en appelle à notre jeunesse. J'ai vu combien cette jeunesse est en train de souffrir. J'ai vu combien les jeunes gens terminent leurs études et n'ont pas de travail. Il n'y a pas de boulot. Hein? Non, revenons à la francophonie. Alors, la francophonie est venue essayer de légitimer Joseph Kabila. Vous savez que dans le passé, on s'était opposé à cette francophonie
et elle avait dû être déplacée, etc. Elle est politique. Elle est politique. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que le conglomérat des chefs d'État africains a fait. Ils sont allés en tourisme là-bas. Voilà. Alors, ils se soutiennent mutuellement. Oui, absolument. Ils ne peuvent pas se manger entre eux. Alors, l'Est du Congo, un problème. Mon cher ami. Ça, c'est un sérieux problème pour notre pays. Et malheureusement, le chef de l'État que nous avons est complice de ce qui se passe à l'Est. Donc, il s'arrange avec Kagame pour continuer à créer le désordre là-bas. Comme ça, on continue à puiser le coltan, etc., à gogo, et le pays n'en profite pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que ces cycles-là s'arrêtent? Qu'est-ce qu'il faut? Mon cher ami, nous venons d'en parler. Il faut faire partir Kabila. Okay. Et pour le faire partir Kabila, il faut s'organiser pour le faire par la force. C'est l'unique moyen. À mon avis, il n'y a pas d'autre moyen. Ok. Bien, alors, sûrement qu'il y a des gens qui parlent le même langage, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas vraiment de suggestions concrètes. Beaucoup de gens en parlent, mais concrètement, il n'y a rien qui se fait. Alors, M. Kalonzo, nous allons terminer par parler du Katanga. Là, il y aura deux volets. Les minutes nous on a encore quelques minutes. Oui, très peu de minutes. Très peu, ok. Oui, parlons un peu de la scène Maître Muyombo, Moïse Katumbi. Ces gens se tirent à des boulettes rouges, comme on dit. Terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quand même des entrées faciles chez Moïse, qui est le président de votre chère équipe TP Mazembe. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Moi, je pense que c'est une lutte de leadership pour le Katanga. C'est une lutte de leadership. Moïse est un gouverneur qui a beaucoup travaillé. Moi, je lui dois d'ailleurs de la reconnaissance pour l'arrivée de Tshisekedi au Katanga. Oui. Eh ben, il ne s'est pas dérangé. Il a dit clairement, il a demandé clairement à ce que l'UDP s'accueille son président, et il a mis tout en œuvre pour que le séjour du président Tshisekedi se passe convenablement. Ouais. Alors, avec Muyambo, bon, moi, ce qui m'intéresserait chez Muyambo, c'est de le voir présenter au public le chèque dont il a parlé à propos de la commission électorale. Il a dit que le patron de la commission électorale au Katanga a été corrompu avec $1 million pour falsifier les résultats, etc. Mais s'il a cette preuve, pourquoi est-ce qu'il ne la produit pas publiquement? Bon, ça, c'est la politique. Hein. Pour terminer, TP Mazembe. Oh, qu'est-ce que vous en dites? Vous étiez avec eux, Oui, une grande équipe qui fait énormément, qui a fait énormément de prouesses, qui a fait énormément de progrès. Elle a perdu dernièrement contre les Tunisiens. Oui, un score lourd. C'est ça. Mais c'est une équipe qui a pris de l'ampleur au plan organisationnel. Ils ont maintenant réhabilité le stade TP Mazembe. Ce stade, entre parenthèses, avait été acheté à l'équipe par le président Mobutu, de notre temps, en récompense de nos prouesses. On avait vraiment défendu valablement les couleurs nationales. Il nous a acheté ce stade-là. Alors Moïse l'a réhabilité, et ça permet vraiment aux jeunes gens là-bas de se préparer convenablement et de continuer à défendre valablement les couleurs, non seulement du TP Anglebert, mais les couleurs nationales aussi. C'est ça. Ouais. Ok, alors, M. Kalonzo, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement. C'est moi qui remercie. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu dans notre studio, et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois. Absolument.
c'est un lieu où nous voudrions qu'on vienne parler de notre pays. C'est cela. Qu'on vienne parler des projets concrets que de spéculer. Comme vous l'avez fait ici, vous avez dit des histoires que les gens qui sont censés chercher des solutions peuvent. Le concret. C'est ça. Très important. Alors, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Nous vous remercions d'être toujours fidèles à votre télévision, La Voix de la démocratie congolaise, qui émet depuis New York City, avec votre ami Don Kayembe. Et vous qui voulez aussi contribuer avec des idées, avec des suggestions, la télévision est ouverte pour vous, surtout vous qui êtes ici aux États-Unis. Contactez-nous, nous allons prendre des dispositions pour vous recevoir dans notre studio. Merci et à la prochaine.